on enregistre le webinaire. Donc, pour les personnes qui arrivent plus tard, ils peuvent suivre le moment qu'ils ont manqué là, par l'enregistrement. Donc, bienvenue à ce webinaire présenté par l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal, qui aura comme sujet la paire-aidance famille en santé mentale. Donc, on a aujourd'hui avec nous Angie Dupuis, qui est paire-aidante famille pour l'organisme Arborescence, donc qui va venir nous parler de son expérience, nous partager son histoire, puis nous donner aussi quelques stratégies là, si on est nous-mêmes proches aidants d'une personne qui vit avec un enjeu de santé mentale. Quelques éléments avant de commencer. Donc, comme je disais, le webinaire est enregistré. Donc, si vous avez des questions qui sont peut-être un peu plus personnelles, vous n'avez pas envie qu'on vous identifie, on vous invite à les poser dans le chat. Comme ça, dans le chat, on va les lire sans donner votre nom. Comme ça va rester anonyme. Donc, juste gardez ça en tête là, que c'est enregistré. Puis ensuite, le webinaire sera disponible en rediffusion là, sur notre chaîne YouTube. Donc, le lien va être un peu partout sur notre site web et nos réseaux sociaux. Si vous voulez le repartager après, peut-être là, à des personnes parce que vous avez aimé le sujet et la discussion. Comment nos webinaires fonctionnent, c'est qu'on fait ça en 3 blocs. Puis après chaque bloc, on ouvre une petite période de questions pour rendre le tout un peu plus interactif, puis avoir justement les questions du public. Et puis, donc, on vous invite, on vous encourage fortement même à poser des questions à notre invité. Puis j'aimerais aussi souligner que ce webinaire est présenté grâce au soutien de l'Alliance Otsuka-Lundbeck qui soutient une partie de nos programmes. Donc, merci beaucoup à Otsuka-Lundbeck pour le soutien. Donc, on va commencer. On a tellement de choses à dire, là. Je sais que Angie et moi, on risque de parler beaucoup. Donc, je vais me lancer tout de suite dans le cœur du sujet. Puis, je vais laisser Angie se présenter, dans le fond, puis nous parler un peu de son parcours et de son histoire et qu'est-ce qui l'a mené à la pareille-danse famille. Ben d'abord, bonjour. Merci tellement d'être là. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Angie Dupuis, par aidante famille, et j'ai le goût de vous dire avant tout une humaine. Euh, Moi, dans la vie, je suis tombée dans la santé mentale quand j'étais petite, en fait. J'ai un monoparent, un parent qui était monoparental. Puis, mon monoparent a eu un épisode d'enjeu de santé mentale. Je devais avoir 4 ans et demi. Puis, à 4 ans et demi, on m'a expliqué les choses en me disant, Angie, ton parent, il est fatigué. Moi, ce que j'ai entendu et compris dans ma tête de 4 ans et demi, c'est NJ, t'es fatigante. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai essayé de devenir une adulte. Comment on fait ça à 4 ans et demi? On prend nos émotions, on les met de côté. On prend nos trucs, puis on met tout ça de côté, puis on se concentre sur notre proche. Fait que moi, je me suis parentifiée quand j'étais un enfant. Et là, parentifier, moi, j'entends souvent, oh, tu t'es parentifié. Pour vrai, moi, c'est des super pouvoirs que j'ai rencontrés en me parentifiant. Je suis devenue empathique, altruiste. Aujourd'hui, j'ai des belles qualités justement de par le rôle que j'ai eu. Donc, voilà, moi, la santé mentale, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai évolué aussi à travers tout ça. J'ai eu mes propres enjeux de santé mentale. Puis, un jour, je suis devenue père aidant de famille. J'essaie d'être brève, j'essaie de ne pas aller plus vite que les questions, Fanny. Merci beaucoup, Angie. Mais écoute, tu peux en dire plus si tu te Ouais. sens à l'aise, là, tu sais, de nous parler un peu justement de, ben, peut-être un peu qu'est-ce qui t'a mené. Moi, je comprends là, que tu es tombé dedans. C'est ce qui nous arrive souvent avec la santé mentale. Hein. C'est pas quelque chose qu'on choisit euh, de vivre des enjeux de santé mentale, pardon. Puis, donc, tu nous dis que tu es un peu tombé dedans. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller aider les autres par la paire-aidance famille? Ah, ça, c'est tout un chemin, en fait. C'est que j'ai été une proche aidante quand j'étais petite, mais je ne savais pas que j'étais une proche aidante. Donc, je me suis parentifiée, j'ai été acquérir des super qualités. Quand je suis arrivée à l'âge adulte, vers 19 ans, mon parent a eu un deuxième épisode de santé mentale, d'enjeu. Puis, à ce moment-là, j'étais une grande sœur. La grande sœur, s'est reparentifiée, si on veut. Parce que là, en plus d'être le parent de mon parent, j'ai pensé que j'étais le parent
de ma fratrie. Fait que dans ma fratrie, j'ai voulu protéger. Je me suis reparentifiée à ce moment. Puis ensuite, bon, mon parent est sorti de l'hôpital, tout s'est stabilisé. Je suis partie en appartement et quand je suis partie en appartement, ben, j'avais un sentiment de vide. Ce vide-là, j'ai été voir un psychologue. Mon psychologue, je l'ai trouvé, j'avais 22 ou 23 ans. Je l'ai suivi jusqu'à son décès. Je l'ai vraiment suivi jusqu'à la fin. J'étais comme, ah, je t'aime, t'es mon mécanicien de cerveau. Moi, c'était important pour moi d'avoir un spécialiste dans ma vie, dans mon entourage. Puis, c'est comme ça aussi, c'est lui, en fait, à travers le temps, qui m'a parlé de paraidance. Je me sentais un petit peu imposteur. Parce que je me disais, moi, j'ai pas vécu l'hospitalisation, je l'ai accompagné, l'hospitalisation. Mais j'ai gardé ça dans le fond de ma tête, puis je me disais, ouais, peut-être paraidante un jour, je pourrais faire ça. En 2020 est arrivé un événement, j'ai dû faire hospitaliser quelqu'un que j'aime, que j'appelle Bijou. J'ai dû faire hospitaliser Bijou sans son consentement. Fait que j'ai dû passer devant un juge. J'ai dû aller voir la police. Puis là, les policiers m'ont dit, appelez Arborescence. J'ai appelé Arborescence. Ouais, bonjour, ça a l'air qu'il faut que je vous appelle. Arborescence, ils m'ont dit, bienvenue. Il y a un organisme sur ton territoire parce que j'étais pas sur leur territoire. Puis je me suis fait accompagner à ce moment-là par justement des professionnels de chez Arborescence, de l'autre organisme. Puis j'ai oublié de vous dire, moi, ma vingtaine. Il y a beaucoup de gens dans leur vingtaine qui sortent, qui vont dans un bar, qui font des cours, qui font toutes sortes de choses. Moi, dans ma vingtaine, mon parent avait développé une dépendance. Ça, je savais qu'il y avait de l'aide pour les dépendants, les proches des dépendants. Fait que j'ai été me chercher de l'aide. Puis après ça, de ce réseau-là, on m'a envoyé aux proches en santé mentale parce que ça, je savais pas qu'il y avait de l'aide. Fait que toute ma vingtaine, je l'ai passée, oui, avec mon psychologue, avec les proches pour la dépendance, mais aussi pour les proches en santé mentale. Quand en 2020, j'ai dû faire le P38 et repasser dans l'accompagnement de quelqu'un en rétablissement, ben à ce moment-là, c'est comme si je recommençais à zéro. Je suis retournée dans les groupes, je me suis refait accompagner, je suis retournée justement dans des groupes de soutien pour entendre d'autres histoires, pour briser mon isolement. Puis là, un jour, après avoir vécu ça, ben, j'ai vu une offre d'emploi, père aidant famille. Là, je vous le dis, le poil, là, c'est devenu raide, raide, raide sur mes bras. J'étais comme, j'ai eu un frisson, c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, c'est comme ça que je suis devenue père aidant de famille, un peu par accident, parce que je savais pas que ça existait. Mais vraiment, aujourd'hui, pratique ce métier-là par passion parce que je crois sincèrement qu'on est en train de vivre une révolution en santé mentale de par les pères aidants, de par les pères aidants famille, de par le rétablissement aussi. Moi, mon parent, il y a 25 ans, on lui a dit, ta vie est finie, là. Mon parent avait à peine 40 ans, puis il se fait dire, ta vie est finie parce que tu as un enjeu de santé mentale. C'était ultra réducteur. Tandis qu'aujourd'hui, justement, ben, on parle de rétablissement, on parle des belles choses que peuvent faire les gens, même s'ils ont des enjeux de santé mentale, dont moi aussi, là. Donc, ben, c'est comme ça que je suis venue à la Paraidance Famille. C'est vraiment pour accompagner d'autres personnes qui passaient par le même chemin que moi. Et en 2020, je me suis trouvée sans ressources. Je me suis dit, mais malgré tout le chemin que j'avais fait dans ma vingtaine, puis malgré tout le beau réseau que j'ai, je me sentais seule, je me sentais isolée. Puis il a fallu que je retourne dans des organismes pour avoir du support puis du soutien. Fait que je trouve ça important de remettre, si on veut, de pouvoir aider d'autres personnes qui passent par le même chemin que moi. On a tous notre chemin, mais nos chemins, ils se ressemblent des fois. Fait que je peux dire, oh, fais attention, dans 3 mètres, là, t'as une côte, t'as un virage à pic. J'ai pas de réponse, j'ai pas de solution. Mais l'accompagnement du savoir expérientiel, parce que c'est un peu ça, en fait, c'est tout à fait ça, par aide en famille, c'est que j'utilise mon savoir expérientiel, ce que j'ai appris sur le tas à l'Université de la vie, pour pouvoir accompagner d'autres personnes. Merci beaucoup, Angie, pour ton partage, puis ta vulnérabilité aussi, là. Merci beaucoup. J'ai comme envie de passer directement aux questions du bloc 2 avant d'ouvrir une période de questions, parce que tu viens de le mentionner, tu sais, justement, la paraidance, ben, c'est d'utiliser son savoir expérientiel. Ben, si tu peux nous expliquer un peu, justement, c'est quoi le savoir expérientiel,
Puis, comment est-ce qu'on différencie justement la pareidoce famille de la pareidoce tout court? Puis aussi, c'est quoi la différence entre, par exemple, être un proche aidant et être un père aidant? Parce que là, il y a comme beaucoup de termes. Donc, si tu pouvais Ouais. nous aider à nous démêler un petit peu dans tout ça. OK, avec plaisir. Je commence avec un proche aidant. Un proche aidant, moi j'aime appeler aussi proche aimant. Souvent, c'est un proche qui aime une personne qui a un enjeu de santé mentale. Donc, le proche aidant ne sait pas toujours qu'il est proche aidant. Moi, dans mon cas, je le savais pas que j'étais une proche aidante. C'est quand je suis arrivée dans les organismes qu'on me l'a dit, puis même là, j'y croyais pas tellement, parce que je me disais, ben, c'est pas moi qui prends mon parent par la main pour l'emmener à ses rendez-vous, tu sais. Mon parent est super autonome, il prend le taxi, fait que tout va bien, là. J'étais pas pour moi, j'étais pas un proche aidant. Donc, un proche aidant, je reviens, c'est quelqu'un qui aime une personne qui a un enjeu de santé mentale. Un père aidant. Un père aidant, c'est quelqu'un qui a un enjeu de santé mentale lui-même, qui vit avec cet enjeu-là, qui est passé à travers un processus de rétablissement, qui a été chercher une formation, puis aujourd'hui qui soutient et aide une personne ayant des enjeux de santé mentale. Donc, le proche aidant travaille avec la personne qui a un enjeu de santé mentale. Un père aidant famille. Un père aidant famille, c'est un ancien proche aidant ou un actuel proche aidant, mais c'est un proche aidant à la base, qui a suivi une formation, qui a acquis un certain recul sur son histoire aussi, qui a pu prendre du recul, comprendre un peu son histoire, comprendre son cheminement, comprendre qu'est-ce qui s'est passé un peu. Puis, qui aujourd'hui supporte et accompagne d'autres membres de l'entourage. Donc, moi, mon client principal n'est pas la personne avec un enjeu de santé mentale. Mon client principal comme parent de famille, c'est l'entourage d'une personne. Puis là, je tiens aussi à dire, c'est pas nécessairement le parent ou l'enfant de le proche. Le proche, ça peut être le voisin, ça peut être le frère, la sœur. Oh, excusez, mon truc qui fait des trucs automatiques. Je peux même vous faire des lasers si je veux. Non, je ne le ferai pas. Bref. Donc, c'est super important de dire qu'un proche aidant, quelqu'un qui aime, ce n'est pas qu'un membre de la famille. Ça peut être quelqu'un de la famille choisie. Ça, je trouve ça important d'en parler de la famille choisie parce que quand on a un proche en santé mentale, ben, la famille choisie devient super importante aussi. Donc, je sais pas si j'ai été claire un peu C'est par un aidant. excellent résumé, très pédagogue. Merci beaucoup. Puis je pense que c'est tellement important de rappeler justement que on n'a pas besoin d'être comme le frère, la sœur, l'enfant de. On peut être, tu sais, les proches, c'est vraiment toutes les personnes qui entourent, justement, comme tu le décris bien, qui aiment la personne qui vit un enjeu de santé mentale. Je pense que c'est important aussi de savoir ça pour pouvoir aller s'outiller après, dans le fond, puis comprendre que des ressources comme arborescence, c'est une ressource aussi pour n'importe qui, en fait, qui accompagne une personne en difficulté. Donc, un excellent point. Puis, moi, j'aimerais ça aussi comme amener un peu une nuance entre justement la paraidance d'une personne en rétablissement puis la paraidance famille. Qu'on en avait parlé ensemble, Angie, tu me disais que la paraidance, ben, on avait comme établi que la paraidance juste directement d'une personne qui a vécu un rétablissement en santé mentale, souvent, ça va être plus lié à un diagnostic, justement parce qu'on peut mieux Ouais. accompagner la personne dans ses traitements, dans les enjeux qu'elle peut vivre. Par contre, la paraidance famille, si je comprends bien, il n'y a pas de limitation en lien avec le diagnostic, puis le diagnostic n'entre pas vraiment en jeu non plus dans le suivi. Non, pas tant. Mais en fait, là, je vous parle d'expérience parce que j'ai travaillé en CIM, en CIV, suivi d'intensité variable, suivi intensif dans le milieu. Puis là, maintenant, je travaille en crise avec l'équipe mobile résolution. Ce que j'observe, moi, chez les proches, c'est que d'un, souvent, ben, on veut de l'aide pour notre proche, on veut pas de l'aide pour nous. Nous, on n'a pas l'impression qu'on a besoin d'aide. Fait que déjà là, de savoir que des organismes pour les proches, c'est énorme. Euh, Dans un deuxième temps, justement, le diagnostic. Oui, au début du parcours, certains vont avoir besoin de plus de formation, d'informations quant au diagnostic, mais somme toute, à la fin, on vit les mêmes émotions en tant que proche. On vit de l'impuissance, on vit j'ai le goût de dire, de la culpabilité, parce que souvent on se dit, mais pourquoi?
pourquoi moi, pourquoi mon proche, la culpabilité de qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Donc, l'impuissance et la culpabilité, c'est les deux émotions que je retrouve le plus chez les proches. Ça, ben, c'est nonobstant n'importe quel diagnostic. Fait que souvent, le diagnostic, il est important justement pour l'éducation autour de. Mais nous, comme proches aidants famille, comme père aidant famille, pardon, ben, c'est pas, moi, ça fait pas partie de mes outils de travail, le diagnostic. C'est super intéressant, puis ça amène la nuance aussi que tu n'accompagnes pas juste la personne dans le traitement de son proche ou dans le processus de rétablissement du proche, mais dans sa propre santé mentale aussi. D'où l'importance de pas focuser sur le diagnostic parce que justement, ben, on a tous une santé mentale, puis la personne proche n'a pas nécessairement un diagnostic, mais elle peut par contre vivre de la détresse, là. Exactement. Puis ça, je trouve ça super important justement parce que on focalise beaucoup sur le rétablissement de la personne ayant un enjeu de santé mentale. Mais la famille, les proches, on a tous, moi, ça me fait penser à une vieille publicité qu'il y avait dans le temps sur le cancer. La personne apprenait qu'elle avait le cancer. Aïe, aïe, donc, elle tombait par en arrière. C'était tout pensé d'avance, je voulais vous faire rire. Pour la performance. Exactement. Mais puis là, la personne annonçait à ses proches qu'elle avait le cancer, puis tout le monde tombait par en arrière. Mais la santé mentale, c'est un peu ça, hein? Mhm. C'est que, oui, la personne qui a un enjeu, qui obtient un diagnostic, elle est déstabilisée, elle trouve ça difficile, mais tout le monde qui l'aime autour a aussi une vague de Ah, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là, je pense, qu'on peut se supporter, se faire accueillir, puis avoir du soutien là, par des organismes. Tout à fait, parce que ça bouscule, dans le fond, l'équilibre de tout le monde. Exactement, Ouais, exactement. c'est super important. Puis, ben là, c'est comme, là, on est intrigué de savoir, dans le fond, en quoi est-ce que ça consiste, la pareiddance famille. Comment est-ce que, parle-nous un peu de ton rôle à Arborescence, puis en quoi consiste comme un accompagnement type en OK. pareiddance famille. OK. Ben déjà, je tiens à vous dire, à Arborescence, on a autant des intervenants psychosociaux que des parents aidants famille. La grande différence, c'est pas notre écoute, c'est pas notre accueil, ça, on le fait les deux. La grande différence, c'est que l'intervenant psychosocial, souvent, va avoir un but, va avoir un mouvement, si on veut, à faire avec ça. Tandis que le parent aidant famille, on est vraiment là pour l'écoute. L'intervenant va écouter aussi, mais de s'identifier à quelqu'un qui a passé un chemin semblable, par exemple. Dans le cadre de mes interventions, moi, je commence toujours par comment ça va. Parce que moi, dans mon vécu, ça m'a manqué de me faire demander par mes proches comment ça va, toi. Fait que c'est une chose que j'utilise, comment ça va. Pour moi, c'est un outil que j'utilise avec les proches que je rencontre. Je leur demande comment ça va. Puis là, souvent, ils me répondent, ah, ben, mon proche va bien, nanana. Je repose ma question. Vous, comment ça va? Fait que déjà là, je me concentre sur la personne face à moi. Dans un deuxième temps, il y a toute l'identification des besoins. Souvent, quand on a un proche qui a un enjeu de santé mentale, on est conscient que nos besoins, on est capable de les mettre de côté. On peut passer outre nos besoins et nos émotions. On va les gérer. Mais ces émotions, ces besoins sont importants. Mais je trouve que c'est ça aussi la parentance famille, c'est d'aider la personne en face de nous à se reconnecter sur soi. Parce qu'on est porté à aller se reconnecter sur l'autre. À dire, oui, mais l'autre, on veut se connecter à l'autre. Mais chaque personne doit se connecter à soi-même. Donc, la aidance famille, je trouve que c'est vraiment un bel outil pour aider à reconnecter à soi-même à travers le vécu. Moi, mon vécu, justement, je vous raconte une anecdote. À un moment donné, je suis dans mon bureau, j'accueille quelqu'un pour la première fois. La personne arrive avec un grand sac, très grand sac. Là, je fais, oh, t'es l'enfant de, toi? Oui, pourquoi? Ben, je me reconnais. Moi, j'ai toujours un gros sac parce que moi, dans mon sac, c'est ma sécurité. Moi, dans mon sac, je traînais tout. Puis encore aujourd'hui, ben, je traîne tout dans mon sac. Fait que mon sac, j'ai un sac, j'ai tout dans mon sac. Il peut arriver n'importe quoi, j'ai tout dans mon sac. Puis je reconnais que chez plusieurs enfants d'eux, on a ce sac-là. Puis c'est pas, moi, je trouve ça important de juste le reconnaître. Juste, c'est un clin d'œil qu'on se fait, hey, je te reconnais. Puis là, la personne peut dire, ben oui, justement, parce que j'habite chez moi, mais là, je trouve ça difficile, fait que j'habite aussi chez ma grand-mère en même temps, puis là, j'habite ici, puis je-
ça ouvre une porte. Le vécu ouvre cette porte-là. Donc, en reconnaissant certaines émotions très rapidement, mais la personne en face de moi peut se reconnaître aussi. Ça brise l'isolement. Puis surtout, surtout, la paire aidance famille, c'est que ça donne de l'espoir. L'espoir qu'on peut s'en sortir puis que ça peut aller bien. L'espoir que le rétablissement, c'est pas linéaire. Mais le rétablissement, comme proche, il est possible. Puis il passe par toutes sortes de chemins aussi. Fait que ça aussi, ça fait partie de mon rôle. Fait que mon rôle, je dirais, c'est d'accueillir, soutenir, transmettre de l'espoir, des ressources puis des références. C'est vraiment super. Puis je trouve que c'est super complet. Puis j'aime beaucoup la différence entre, comme par exemple, une intervention psychosociale qui va être plus dans l'action, ben, dans l'action, Oui, dans comme aller chercher un résultat, versus la paire aidance qui est vraiment plus dans l'accompagnement, puis dans juste comme l'acceptation du processus, en fait, qui peut ne pas être linéaire, qui peut venir avec plusieurs vagues de difficultés. Puis ouais, toi, t'es comme un peu là, comme un tampon dans le fond, là, ouais. Puis j'ai le goût pour de aider dire la aussi, personne. souvent, je suis la testeuse du menu. Moi, Mhm. j'aime ça, arriver à la personne que je rencontre puis dire, vous savez, il y a différentes ressources pour vous. Puis moi, ben, j'ai goûté à plusieurs choses au restaurant, fait que je vais vous le dire, OK, ça, c'est un dessert, ça coûte sucré. Ça, c'est plus une entrée, Mhm. puis ça va servir à telle chose. Le groupe d'entraide, justement, c'est pas un bonjour, mon nom est Angie, je suis alcoolique. Tu sais, on a toute cette image-là dans les films, c'est comme ça que ça se passe, un groupe de soutien. Mais en vrai, c'est pas comme ça. Puis chez Arborescence, nos groupes de soutien sont co-animés par un parent aidant famille et un intervenant psychosocial. Ce qui fait que l'espace, c'est totalement différent parce que justement, on va parler de ressentis communs. On part du même endroit. On n'est pas nécessairement au même endroit, mais on part du même endroit, par exemple. Mhm. C'est super intéressant, puis ça ramène à l'idée du savoir expérientiel qu'on n'a pas défini tantôt, mais qui est Oui, justement, c'est c'est le savoir qui est lié au vécu. Dans le fond, c'est que toi, ton savoir, tu l'as pas acquis par l'école, c'est pas un savoir que tu as acquis par l'éducation, mais par, justement, comme tu l'as dit tantôt, l'école de la vie. Donc, à travers tes expériences, toi, en tant que proche aidante d'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale, d'où l'idée là, que tu peux référer tu peux donner des références de ressources que tu as testées toi-même. tout à fait. Mais j'ai le goût d'apporter une nuance aussi. La différence avec un proche aidant et un père aidant famille, il y a la formation. J'ai suivi une formation qui me permet aussi de partager mon vécu de façon judicieuse. Quand je partage mon vécu, je ne donne pas le poids de mon vécu à l'autre personne. Je partage du vécu. Donc, je peux dire, ah, je comprends telle situation. As-tu de la place pour entendre mon histoire? Parce que je vais te raconter quelque chose qui m'a reçu, tu sais, que moi, j'ai fait Mm. dans mon chemin. Comme ça, je donne jamais de conseils non plus. Je dis jamais à une personne, tu devrais. Jamais. Mais je vais souvent dire, hey, moi, je passais par là, puis voici ce que j'ai fait. Des fois, voici ce que j'ai fait, puis j'ai rencontré un mur. Des fois, voici ce que j'ai fait et ce que j'ai appris avec. Mais on n'est pas dans le conseil, puis on n'est pas dans le faire à la place. On est vraiment dans le partage. Donc, il y a ça aussi, puis c'est le vécu expérientiel, c'est ce que j'ai vécu, oui, mais c'est aussi ce que j'ai appris de mon vécu, ce que j'ai ressenti. Puis c'est pour ça, tantôt, je disais qu'un père aidant famille, c'est quelqu'un qui a un recul aussi sur sa situation. Parce que si je n'ai pas de recul, je peux pas être aidante non plus en parlant de mon vécu, je vais donner la charge à l'autre. Tandis que c'est loin d'être ça, là. C'est vraiment du partage de vécu, Puis de c'est une vécu. excellente nuance là, entre la proche aidance et la père aidance famille, c'est que le père aidant a reçu une formation. Donc, si je veux devenir père aidant famille, qu'est-ce que je fais? Tu fais de ton mieux. Non, c'est pas vrai. En fait, il y a l'Association québécoise de réadaptation psychosociale, la Hmm, QRP. la La QRP. QRP offre une formation de père aidant et offre la formation de père aidant famille. Donc, il offre vraiment les deux formations. Sinon, je suis au courant aussi d'une formation à l'Université de Montréal euh, qui se donne pour être père aidant et père aidant famille. C'est vraiment Mhm. au Québec, c'est nos deux. Puis je tiens à le dire aussi, au Québec, on est des précurseurs en la matière. On est environ une cinquantaine de pères aidants famille actuellement en poste dans différentes structures, dans différents milieux.
Il y en a en clinique de premier épisode psychotique. Il y en a justement comme moi chez Arborescence. Moi, je suis prêtée à un CIUS. Donc, je travaille avec l'équipe Mobile Résolution, mais mon employeur est Arborescence. Et Arborescence, justement, on est déployé dans différents CIUS à travers l'île de Montréal. C'est super intéressant. Puis c'est, je trouve que c'est aussi très, je trouve qu'on peut se donner une petite tape, le Québec, d'être parmi les précurseurs de ce mouvement. Ouais. C'est tellement important. Puis, ben là, j'ai envie de, dans le fond, d'ouvrir au public. Si vous avez des questions pour Angie par rapport à son parcours, par rapport à la danse, peut-être quelque chose que vous aimeriez là, avoir un peu plus, sur lequel vous aimeriez avoir plus de détails. Sentez-vous bien à l'aise de lever votre main. Et Elisabeth, Oui, bonjour. C'est super intéressant. Puis, mais est-ce que tu peux comme me donner plus de quelque chose de, comment je dirais là, de probant la différence entre père aidant puis père aidant famille, c'est quoi? Parce que dans le fond, il doit y avoir des similitudes. Donc, Il y a ça serait beaucoup de quoi les similitudes? Puis, ça serait quoi les différences là, vraiment fondamentales là, on ne peut pas se tromper, là. Tu sais, La différence fondamentale, c'est notre client. Le père aidant son client est la personne ayant un enjeu de santé mentale. Mais par exemple, toi, au niveau de ton intervention, je ne sais pas si... Ouais. Pardon, excuse. Ça, c'est désagréable quand ça nous Il y a de la arrive. poussière un petit peu. Mais toi, dans le fond, est-ce que toi, tu pourrais être aussi père aidant et père aidant de famille? Si t'avais, donc, si tu étais face à deux personnes différentes, mais toi, dans ce que tu vas dire, ou ce serait quoi les similitudes, puis ce serait quoi les différences? Comme par Il y a ma exemple, s'il y avait un ordre professionnel, est-ce que ce serait le même ordre professionnel ou il y aurait deux ordres professionnels? Ah, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il pourrait y avoir, les deux seraient bons parce que moi, j'utilise mon vécu comme proche avec des proches. Donc, mon client, ce sont les proches. Donc, en ayant ce client-là, c'est rare que je vais sortir mon propre vécu d'enjeux de santé mentale. Contre, moi, en tant qu'humain, j'ai vécu des enjeux de santé mentale et j'ai été une proche. Je pourrais avoir les deux chapeaux. Mais moi, je préfère porter un seul chapeau à la fois. Puis pour la plupart que je connais aussi, c'est la même chose. On va pas nécessairement révéler nos enjeux de santé mentale à la famille. Des fois, ça m'arrive, par exemple, si je vois que ça peut aider la famille à mieux comprendre ou à déstigmatiser, là, je vais aller sur, vous savez, moi aussi, j'ai eu des enjeux de santé mentale. Souvent, ça va redonner de la crédibilité. Mais justement, c'est vraiment au niveau nos approches sont différentes parce que le père aidant va vraiment aider la personne dans son rétablissement personnel avec l'enjeu de santé mentale. Tandis que moi, je vais accompagner la famille sur leur propre rétablissement. Le rétablissement est très différent chez la famille que chez la personne qui a un enjeu de santé mentale. Il y a deux chemins complètement à part, si on veut. Les deux sentiers mènent à la même place, c'est-à-dire au bonheur, mais c'est pas OK, le même sentier. c'est ça. merci Angie. Ben, je pense si on peut résumer un peu la différence aussi, c'est que la personne paraidante en santé mentale, ça va être une personne qui aide le rétablissement, c'est-à-dire d'un trouble de santé mentale, alors que toi, Angie, c'est pas tant un rétablissement que plus l'accompagnement d'une personne pour s'assurer qu'elle puisse maintenir son bien-être à travers justement le rétablissement de son proche. Oui, mais j'ai le goût de mettre la nuance parce que le proche aussi a son propre rétablissement. OK, Le c'est quand proche même aussi, le terme utilisé. oui, OK, oui. Il y a le intéressant. rétablissement de la famille, des proches et le rétablissement de la personne. Puis OK, ça, sont complètement indépendants, là. Moi, je suis pas du tout dans la même étape que mon proche, que mes proches dans notre établissement. merci OK. C'est beaucoup. correct.
Je vais passer Plaisir. aux autres questions juste Merci. pour être sûr qu'on a le temps donner la parole à tout le monde. Donc, Jeanne, Oui. Moi, je me demandais, Andy, où est-ce que tu mets la limite par rapport à ce que tu partages? Comment est-ce que tu définis qu'est-ce qui appartient à ta vie privée? Parce que, tu sais, je me demande comme le côté de pas partager, justement, c'est ça qui nous aide à établir un cadre comme intervenante, et puis à pas devenir amie avec la personne qu'on a en face de nous, justement, à avoir ce côté professionnel, enfin, comme professionnel, là, même si comme je questionne toujours ça et c'est quelque chose que je remets en question aussi de à quel point on peut euh, ben, comme parler de ce qu'on ressent, par exemple, en suivi ou autre chose, là, mais ça, comment tu définis ça, toi? Je trouve ça intéressant comme question. Euh, Déjà, en fait, moi, je vais partager ce qui m'appartient et avec lequel je suis à l'aise. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, je ne vous ai pas dit exactement euh, le sexe de mon parent. Je vous ai pas, il y a des informations comme ça que je garde pour moi parce qu'elles ne m'appartiennent pas, entre guillemets. Le diagnostic des gens que j'aime ne m'appartient pas. Je vais parler de mon diagnostic, mais pas des diagnostics de mes proches. Donc, dans le dévoilement, je vais dévoiler beaucoup plus sur mon histoire, sur mon vécu que sur mes proches. Déjà là, je trouve ça important de le mentionner parce que c'est très différent. Euh, Ensuite, la différence aussi, c'est que de, là, je m'excuse, je vais être très, très transparente avec vous. J'ai un gros chien et là, il est pas content. Fait qu'il est à l'extérieur. Je vais continuer à vous parler, mais je vais juste disparaître de l'écran et revenir très rapidement. Donc, c'est ça. Pour répondre à la question, euh, la limite, en fait, c'est que quand j'ai un proche avec moi que j'accueille, ben, j'ai un cadre que je leur fais signer, un cadre de confidentialité où je ne parle pas à l'équipe, par exemple, où tout ce qui se dit dans mon bureau est confidentiel. Mes notes ne sont pas au même endroit que les notes. Coucou, que les notes de des suivis des patients, entre autres. Donc, le cadre est très clair, très présent. On se rencontre aussi dans des endroits où, par exemple, je rencontre en CLSC ou chez Arborescence. Donc, le cadre est très professionnel. Donc, je garde le cadre professionnel, mais en parlant de mon vécu, justement. Et c'est là la belle danse, je dirais, qui s'établit. Parce que c'est de dire, oui, je suis une professionnelle, j'ai une formation, je, je suis une professionnelle en santé mentale, mais on fait de la jasette. On n'a pas un but ultime à atteindre en arrière. On n'est pas là pour faire une thérapie, on n'est pas là pour refaire le monde. On est là pour se connecter, s'aider, puis aller plus loin. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. je trouve ça super clair, puis ça montre à quel point justement ben, la paraidance famille, tout comme la paraidance, ça montre justement la crédibilité, puis le fait que ce soit si encadré, puis que toi-même aussi, j'imagine, dans ta formation, là, on te donne un peu des pistes sur comment justement faire ton dévoilement, Oui, etc., pour pouvoir s'assurer de toi, mettre tes limites oui, pas l'intervention, là, je dirais plus l'accompagnement. Hmm? Euh, C'était ça un peu le suivi de ma question. C'était, est-ce que c'était comme des limites que toi, tu avais définies aussi avec l'expérience ou si c'est extrêmement cadré aussi au niveau tu sais, de la formation et de qu'est-ce que... Mais parce que, tu sais, même nous, là, en intervention, c'est pareil, on n'est pas tant cadré, en fait. On pourrait faire n'importe comment notre intervention, puis c'est un peu libre à nous. Il n'y a pas de surveillance derrière. Et que je me demandais aussi ça, est-ce que c'est ton approche à toi ou et comment c'est partagé avec les autres pères aidants? ben, c'est sûr que durant notre formation, on a toute une belle grande section sur le dévoilement où on apprend à se dévoiler parce que ça fait vraiment partie du travail d'avoir à se dévoiler. Mais c'est aussi dans la formation de ne pas, je vais utiliser ce terme-là, là, se vider sur l'autre. On n'est pas là pour Mhm. aller se valider ou aller chercher de l'aide. On est vraiment dans une posture où on est là pour accueillir et soutenir, pas dans notre code d'éthique de père aidant famille, si je ne vais pas bien, je ne peux pas pratiquer. Aussi simple que ça. Puis là, je vais donner un exemple.
J'ai eu un proche qui a eu des problèmes de santé récemment. Ça m'a pris beaucoup de place, beaucoup d'espace. Je n'étais pas en mesure d'offrir un service à mes clients et d'être disponible. Fait que ça, c'est dans mon code d'éthique aussi, par exemple, de toujours avoir de la place pour l'autre, puis de prendre soin de moi. Donc, prendre soin de moi fait partie de mon code d'éthique. Ça rejoint bien la prochaine question qui va nous amener aussi dans notre bloc numéro 3, qui est comment gérer la fatigue de compassion et l'empathie à travers ce métier. Ah, ça, c'est une belle question. La fatigue de compassion. Euh, je sais pas pour les autres, je peux vous parler de la mienne. Moi, je me suis rendue dans ma prochaine danse à me rendre jusqu'à à être épuisée. Je me suis rendue jusqu'à la fatigue de compassion, tellement où j'ai dû dire à mes proches un jour, je vous aime, mais là, je vais me retirer pour moi, parce que j'ai plus de jus, puis j'ai besoin de me concentrer sur moi. Fait que la fatigue de compassion, ben, je l'ai vécue dans un premier temps. Puis ensuite, c'est justement, j'ai appris à mettre mes limites, à me reconnaître dans mes émotions et mes besoins. En tant qu'enfant d'eux, je l'ai dit, hein, je me suis parentifiée. Donc, mes émotions et mes besoins, moi, c'est quelque chose que j'ai évacué très jeune. Mais c'est un super pouvoir parce que adulte, j'ai dû apprendre à nommer mes émotions et mes besoins. Moi, la communication non violente, ça a été un cadeau dans ma vie. Donc, avec la communication non violente, j'ai appris à me nommer mes émotions, mes besoins, à me dire qu'ils sont valides. Puis j'ai appris aussi justement à pouvoir mettre mes limites en fonction de mes besoins et de mes valeurs. Donc, ma fatigue de compassion, c'est plate. Mais moi, je l'ai appris sur le tas, en vécu expérientiel, et c'est maintenant comme ça que je peux me protéger, tu sais, en reconnaissant mes signes. Comment on gère ça? Encore là, je peux pas parler pour les autres. Moi, de la façon que je fonctionne, je suis accro au bullet journal. C'est un journal, un cahier dans lequel j'écris tout. C'est ma vie qu'il y a là-dedans. Il y a autant mon budget, mes petites dépenses, mes affaires comme ça, mais c'est aussi mon agenda, c'est mes post-it, c'est mes rendez-vous, c'est tout. Je dépose tout là-dedans dans ce cahier-là. Puis j'ai un autre cahier pour le travail. Donc, moi, mon switch, c'est quand je change de cahier. Quand je change de cahier, je suis comme, OK, je ferme ce cahier-là, j'ouvre ce cahier-là. Je suis dans ma vie personnelle. Non, je suis dans ma vie professionnelle. Parce que justement, la ligne est mince entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, pour moi, mon cahier, ça m'aide énormément. Dans mon cahier, ben, il y a aussi une page que j'appelle mes red flags. C'est toutes mes signaux à moi qu'il faut que j'écoute. Que un signal, c'est correct. Mais si j'en ai 5 d'allumés en même temps, il faut que je prenne soin de moi. Donc, dans mes signaux, par exemple, j'ai coupé des repas. Si je coupe un repas, c'est pas grave. Mais c'est, si je le fais tous les jours, là, ça devient inquiétant. Donc, c'est mes signes à moi de quand je vais pas bien. Quand je vois que j'en ai plusieurs, ben là, j'ai pas le choix d'agir sur moi, et de me faire du bien. Fait que c'est comme ça que moi, je gère ma fatigue de compassion et mon empathie, entre guillemets. Puis, il y a une autre chose, c'est tout bête, mais vous voyez, en ce moment, je vous parle, je suis vers l'avant. Quand je suis en rencontre avec les gens, j'essaie de vraiment m'accoter, de me centrer sur moi pour être vraiment dans mon corps, ne pas être prête à aller sauver l'autre, être vraiment dans ma position d'accueil, dans ma position de pouvoir recevoir et de pouvoir partager, et non pas dans la position justement d'aller faire à la place d'eux. C'est pas ça mon rôle. Donc, je dirais que ma fatigue puis mon empathie, c'est comme ça que je deal ça, si on veut. J'adore comment tes exemples sont super ancrés puis incarnés, là, tu sais, le cahier, la posture. Je trouve que ça donne vraiment une idée de comment est-ce qu'on peut justement différencier les deux. C'est des excellents trucs. Puis, tu sais, ça touche aussi à nous, quand on donne nos formations, on va parler beaucoup de l'importance de connaître ses propres facteurs de risque et facteurs de protection en santé mentale. Puis, c'est le travail d'une vie, là, mais je pense que qu'on a un rôle comme ça d'aidants, d'intervenants, on a beaucoup plus, euh, dans le fond, on est beaucoup plus confrontés à nos red flags, là, parce que justement, en plus, on partage notre expérience. Fait que je trouve que tes exemples sont super.
Puis qu'on avait discuté en préparation de ce webinaire, on avait parlé aussi de métaphores. Tu m'avais parlé d'images que tu aimes utiliser là, pour mieux comprendre l'approche danse. Puis je pense qu'il y en a qui font appel à ça aussi, là, à l'idée de limite. Ouais, exactement. Ben, en fait, souvent, puis là, ça, c'est la meilleure métaphore qu'on m'a donnée, que je vous partage. Quand on a un proche en santé mentale, on peut être un lave-guard. Hein, on voit notre proche qui saute à l'eau, puis on est comme, attends, bouge pas, puis on saute à l'eau avec lui, on se mouille, on se mouille, on se mouille, on va chercher le proche, on le ramène à la surface, viens, 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 viens-t'en. Puis là, on se prend beaucoup de... On prend tout pour pouvoir se sauver, là. On se mouille pour pouvoir aller sauver. Il y a un danger d'être un lifeguard. Parce que notre proche, il peut se débattre, puis il peut nous noyer sans mauvaise volonté, là. Mais en essayant de chercher son air, il peut nous caler. Fait qu'à ce moment-là, on n'est pas plus avancé. On peut se noyer avec notre proche. On peut aussi être un lanceur de bouée. Rester sur la rive, puis dire, attends, je t'envoie une bouée. Puis là, on envoie une bouée, puis là, on tire pour qu'il revienne. Mais c'est fatigant, faire ça. Quand notre proche, un coup qui est revenu, il n'y a rien qui l'empêche de se repitcher à l'eau. On va relancer une autre bouée parce que c'est pas grave, j'en ai un chiard de bouée. Puis là, on va y aller, puis envoyer un pied, une autre bouée. Puis... Mais là, le danger, c'est de s'épuiser avec nos bouées de sauvetage aussi. Puis enfin, il y a le phare. Le phare, il est ancré. Il est toujours au même endroit. Il envoie toujours sa lumière. Je t'aime, je suis là pour toi. Je t'aime, je suis là pour toi. Mais le phare, il a ses limites. L'île ou l'endroit sur lequel il est, c'est ses limites. Puis le phare, il sauve des centaines et des centaines de gens juste en envoyant sa lumière. Je t'aime, je suis là pour toi. Fais attention, il y a des limites. Fait que moi, c'est ma métaphore préférée, vraiment. On peut se lancer à l'eau comme un lifeguard. On peut pitcher des bouées tant qu'on veut. Mais la meilleure position, ben, c'est le phare. Parce que le phare, il reste toujours au même endroit. Il est toujours présent, il est toujours là. Mais il se fatigue pas. Il fait juste envoyer sa lumière. Je t'aime, je suis là pour toi. Mais j'ai des limites. Fait que c'est ma métaphore. Puis, si j'ai le temps, j'en fais une deuxième. J'ai-tu le temps? Ouais, OK. Oui, t'as le Je temps. suis dans un bateau. Je suis dans un bateau. En fait, deuxième métaphore que j'ai réalisée, c'est que moi, avec mes proches, j'avais la main sur leur bateau. Puis j'essayais de contrôler leur bateau. Puis un jour, mon proche, il était frustré parce que son bateau, il allait pas où il voulait. Il allait où moi je voulais. Puis moi, j'étais frustrée aussi parce que mon bateau, il allait jamais où je voulais. Il allait où mon proche allait parce que j'étais accrochée sur son bateau. Quand est arrivé 2020, quand est arrivé, j'ai dû faire une P38 un jour pour quelqu'un que j'aime. Puis je suis retournée dans des groupes. J'ai refait un chemin de proche aidante. Puis là, j'ai réalisé que les proches étaient insatisfaits. Moi, j'étais insatisfaite parce que je tenais le bateau de mes proches. Mes proches tenaient mon bateau, puis personne n'allait où on voulait. Fait qu'au moment où j'ai fait, ben regardez, moi, je vous aime, mais je vais remettre les mains sur mon bateau pour pouvoir aller où je veux. Puis je vous laisse votre bateau pour que vous puissiez aller où vous voulez. Ben, à ce moment-là, on a tous repris le contrôle de nos vies, puis on a pu aller vers notre bonheur. C'est sûr que des fois, le bateau de mes proches, il va pas où je voudrais, mais je peux choisir où va mon bateau, par exemple. Là, j'ai compris que j'ai plus de pouvoir sur leur bateau, mais j'ai un pouvoir sur mon bateau. Fait que voilà, c'est mes métaphores que j'aime beaucoup. Ça permet vraiment d'illustrer ce que tu disais tantôt aussi par rapport à ben, mettre ses limites, puis aussi par rapport à la proche danse famille en soi, qui est comme peut-être pas le proche, peut-être la personne. Fait que peut-être la personne a guidé son propre bateau, dans le fond. Puis je trouve Ouais. ça vraiment, vraiment cool. Avant de passer à la dernière, ben, avant de passer aux dernières questions du public, j'aimerais peut-être que tu nous partages comme ton conseil clé pour un proche qui se retrouve à être un proche aidant en santé mentale. Qu'est-ce que ce serait ton conseil clé? Mon conseil clé, ce serait branche-toi sur toi. Parce que souvent, on est tous branchés les uns les autres. On essaie, on veut tellement aider qu'on essaie de se brancher dans l'autre. On essaie de trouver leur prise USB ou je ne sais pas comment le dire, mais on essaie vraiment de se connecter à l'autre. Puis le secret, souvent,
c'est de se reconnecter à soi. Parce que si nous, on est bien, ben, on va être capable de rayonner et d'être bien. Si nous, on va se chercher de l'aide, ben, on va être mieux en mesure d'être aidant aussi. Donc, mon meilleur conseil, ce serait rebranchons-nous à nous. Si tout le monde, on est branché sur nous, on va pouvoir rayonner en gang. Merci beaucoup, Angie. C'était vraiment super. On a encore un 10 minutes pour les questions, s'il y a d'autres questions du public. Donc, le micro est à vous. Vous pouvez lever la main ou demander dans le chat. Oui, Elisabeth. Oui, alors, c'est super intéressant. Puis, je pense que tu te dis que, dans le fond, tu ne regardes pas vraiment le diagnostic là, euh, disons, parce que là, dans le fond, toi, tu travailles avec les proches qui, eux, sont proches d'une personne qui a un enjeu de santé mentale ou en fait des problématiques, donc sans aller dans le diagnostic. Euh, mais est-ce que quand même, est-ce que, par exemple, tu vas regarder comme les grandes catégories de possibilités de diagnostic, ben, sans préciser le diagnostic, mais je, je peux juste voir que dans le fond, les problématiques peuvent être différentes si le proche aidé, dans le fond, est plus de type bipolaire ou schizophrène ou personnalité limite ou à la rigueur quelqu'un qui serait euh, psychopathe, sociopathe. C'est comme, c'est quand même, tu sais, je trouve que souvent la santé mentale ou enjeu de santé mentale, là, c'est très vaste. Puis Mhm. c'est différent comme, C'est un disons, spectre. résolution. Oui, le spectre. Puis, Mhm. euh, tu sais, est-ce que, en quelque part, tu es comme au courant de, mais sans nécessairement, disons, focuser là-dessus, mais dans le fond, ça doit t'aider aussi à envoyer les gens dans les bonnes ressources, parce que dans le fond, parce que même le proche aidé pourrait avoir des enjeux de judia- Judiciaire. judiciaires, Mhm. en tout cas, en lien avec. Judiciarisation. Oui, c'est Oui. ça. Alors, en quelque part, ça peut quand même être pertinent avoir une certaine pertinence. Parce que, oui, on parle beaucoup de santé mentale à cette heure, tout ça, là, c'est comme devenu le sujet du jour. Euh, puis là, tu sais, que des fois, quand il arrive une catastrophe, on met ça sur le dos de la santé mentale, mais c'est pas toujours le cas. Tu sais, C'est vrai que c'est très où complexe, la santé mentale, là, puis c'est ça, mais c'est qu'on on une dirait bonne qu'on, comme question pour société, on Angie. vient de le découvrir, puis là, on met comme tout le monde dans le même bateau, mais c'est très vaste. C'est comme toute la, tu sais, santé physique, que tu te casses une jambe ou que tu as un cancer, tu as l'enjeu de santé physique, mais tu n'auras pas le même traitement, là, tu sais. Fait On va que, peut-être laisser Angie répondre parce qu'on sinon le oui, temps va filer devant nous. Donc, Angie, quelle serait ta réponse désolée, des fois, je bien suis Ben, un petit peu. faite pour ta question? il y a plusieurs niveaux, hein, à cette question-là. Déjà, au niveau du diagnostic, moi, la plupart des gens, quand ils m'arrivent, je leur pose pas la question. Parce que ça arrive que des proches ne connaissent pas le diagnostic. Moi, je me souviens d'une personne, entre autres, qui a appris le diagnostic de son proche. Ça faisait déjà 5, 6 fois qu'on se voyait. Puis là, tout d'un coup, la personne est arrivée dans mon bureau en disant, ah, je sais le diagnostic. Donc là, on a parlé du diagnostic. Là, le diagnostic est important. Mais sinon, oui, j'ai une connaissance des diagnostics. Ça a été donné dans le cadre de ma formation aussi. Mais les diagnostics sont pas tant importants dans la mesure, justement, où pour le proche, c'est de se reconnecter à soi-même. Donc, c'est de remettre ses limites, c'est d'entendre ses besoins, d'utiliser de la communication non violente, par exemple. C'est donc souvent, quand on me fait une référence, on me nomme pas le diagnostic parce que ben c'est pas
c'est pas dans ma liste de priorités. Moi, ce qui est important pour moi, c'est le lien qu'a la personne, parce qu'il va y avoir différents enjeux si c'est un père, une mère, un enfant, un frère, un voisin, ou c'est vraiment ça, moi, d'ailleurs, davantage mon enjeu que le diagnostic. Le diagnostic, pour moi, c'est notre point commun. Il y a un diagnostic. Puis même encore, j'ai le goût de dire, chez Arborescence, on accompagne des gens qui sont proches d'une personne ayant un enjeu de santé mentale, mais avec et sans diagnostic. Le diagnostic n'est pas obligatoire non plus pour accompagner un proche. Donc, c'est pas, je trouve ça important de le dire que c'est pas nécessaire le diagnostic pour le proche. Pour le proche, ce qui est important, c'est ce qu'il vit, lui, comme émotion, de l'impuissance ou, là, j'ai envie de parler de toute une gamme d'émotions, un arc-en-ciel d'émotions, là. Mais c'est ça, c'est ce qu'on vit comme proche par rapport à nos émotions et nos besoins et non pas par rapport au diagnostic. Ce qui est important, comme pour moi dans mon travail par rapport au diagnostic, c'est de connaître quand même symptômes positifs, symptômes négatifs, de dire, ben, vous savez, ça, on parle davantage des symptômes, c'est pas la personnalité de la personne, c'est vraiment faire la différence entre la personnalité et le diagnostic. Mais c'est ça, le diagnostic est un peu accessoire. Je trouve que ça montre bien aussi les limites du diagnostic, c'est-à-dire que une, le diagnostic ne va pas donner d'informations sur le niveau de souffrance, sur les enjeux que vive la personne, sur l'impact que ça a sur les proches. Puis après, comme tu dis, ben, la personne, si elle veut divulguer le diagnostic, alors c'est sa décision. Donc, Oui, c'est un peu du cas par cas, mais toi, c'est pas ta priorité. Donc, je non. trouve que c'est très clair. On a une dernière question de Eve avant de terminer. Tu es la dernière question. Une question et une réponse brève, j'imagine. Mais moi, je me demandais si dans les familles, vous interveniez plus en individuel ou avec tous les membres de la famille, s'il y avait ou les deux, qu'est-ce que vous viviez le plus? Ça, c'est tellement le fun comme question. En fait, on fait du suivi individuel. Ça fait partie d'eux. Mais on fait aussi des suivis familiaux. Dans la mesure où, si par exemple, j'accompagne quelqu'un, je donne un cas fictif, j'accompagne Madame Tartampion, qui est la mère, puis Madame Tartampion, elle aimerait ça rencontrer le psychiatre, par exemple. Puis, bon, l'enfant de Madame Tartampion, il dit, OK, tu peux venir rencontrer le psychiatre avec moi. Puis là, justement, Madame, est inconfortable, ben, je pourrais aller participer à la rencontre avec l'accord de l'usager, avec l'accord du psychiatre, avec l'accord de tout le monde. Je pourrais participer à la rencontre pour justement accompagner Madame Tartampion dans son processus. Je pourrais aussi faire des rencontres, par exemple, avec différentes personnes de la famille ou des couples. Je fais des rencontres avec des couples aussi. Euh, des couples qui ont un enfant, par exemple. Je rencontre rarement la personne qui a un enjeu de santé mentale. Le fait est que cette personne-là a son équipe. Moi, je suis l'équipe avec le proche. Donc, c'est important de. Puis, je trouve ça aussi important de mentionner que jamais on va rencontrer une personne ayant des enjeux de santé mentale avec son proche et moi. Je vais toujours avoir quelqu'un pour représenter le proche aussi. Parce que le but n'est jamais tu sais, on veut vraiment remettre le pouvoir à chaque personne. Donc, que chaque personne ait son propre pouvoir. Donc, oui, on fait du suivi individuel, mais oui, c'est possible d'en faire en famille ou de différentes façons aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup, Angie. Je trouve que ça conclut bien ce webinaire aujourd'hui. Je suis super contente de la discussion qu'on vient d'avoir. Je trouve que c'était super enrichissant. Oui, vas-y, tu as quelque chose Hey, d'autre à dire? oui, un dernier aspect que j'ai oublié de vous mentionner. J'ai oublié de mentionner que mon rôle est aussi de travailler dans des équipes de soins. Donc, des fois, c'est de sensibiliser à qu'est-ce que Mm. vivent les proches à l'équipe. Des fois aussi, c'est de dire, ben, telle personne, oui, elle réagit comme ça, mais peut-être qu'elle est en train de faire telle chose ou de répondre à son besoin ou de. Donc, c'est aussi oui, j'ai un grand rôle auprès des familles, mais j'ai un rôle aussi à travers les équipes avec lesquelles je travaille, de sensibiliser aux proches faire des témoignages comme aujourd'hui, justement, avec vous, de vous sensibiliser au vécu des proches. Ça fait partie de mon travail. Ah, merci. C'est une très belle nuance aussi à apporter. Puis
une précision qui est importante à garder en tête, qu'il y a comme tout un système autour des personnes, des proches qui est pas nécessairement ben, outillé en fait à justement faire face aux enjeux que peuvent vivre les proches aussi. Donc, merci beaucoup. Puis, merci pour cette discussion. Merci pour ta Merci. vulnérabilité, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Ça nous donne beaucoup plus d'informations sur la parentance famille. Puis je pense que peut-être que ça peut en motiver soit à aller devenir parent ou faire appel à des parents famille. Donc, merci beaucoup. Puis Merci. on va clore le webinaire là-dessus. Merci aux personnes qui nous ont suivis. On va avoir une prochaine, donc c'était le dernier webinaire de notre année 2024-2025. On va avoir une nouvelle programmation qui va sortir sûrement à l'automne. Donc, restez à l'affût pour nos prochains webinaires qui vont être entièrement gratuits et accessibles au grand public. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.